Oui, d'abord, j'ai eu à la fin du dernier cours une question écrite. J'en profite pour vous encourager, si vous le souhaitez, à me donner des questions de ce type auxquelles je répondrai la fois d'après. Alors, il se trouve que la question que j'ai aujourd'hui m'embarrasse beaucoup et que je vais essentiellement dire qu'il est difficile d'y répondre. Ce n'est pas dire que ce soit une mauvaise question, au contraire. Je la formule rapidement. La distinction entre le révolutionnaire authentique en art et le simili-révolutionnaire est très intéressante et lourde d'enjeux contemporains, mais sur quoi la fonder? Les critères semblent se dérober. L'intention véritable et la sincérité de l'artiste ne sont-elles pas des choses insondables? Oui, la volonté de transgression ne suffit pas. Le contrefacteur de l'avant-garde n'est-il pas aussi, si ce n'est mieux, au fait des inflexions du chant, des possibilités de jeu qu'il offre? La question est très très bien formulée, hein. Elle contient une part de la réponse. Diffère-t-il de l'avant-gardiste par des qualités intrinsèques, par une intelligence, une habileté particulière à jouer les médiateurs entre l'ordre social établi et la révolution artistique véritable, ou la différence entre les deux n'est-elle que le produit des conditions sociales différentes de réception de leurs œuvres? Bon, c'est une excellente question qui m'a fait plaisir parce qu'elle prouve que, malgré les difficultés de communication qui tiennent à l'émission autant qu'à la réception, j'ai été entendu. Bon, je ne peux pas dire beaucoup plus que ce qui est dit dans la question. Je pense que c'est un problème très fondamental qui se pose de manière parfois dramatique, enfin, aux critiques d'art et de littérature, et une part enfin, disons, la fraction la plus lucide des critiques, aussi bien d'art que de littérature, s'efforce de donner des réponses à cette question. Il y a par exemple un travail de Röschlitz, enfin, qui est un philosophe théoricien de l'art, et puis je pourrais citer un certain nombre de critiques par leur nom propre. Ils ne sont pas très nombreux. Ce sont des gens qui, se posant sérieusement le problème de la fausse novation, s'efforcent, au lieu de jeter l'enfant avec l'eau du bain, et de jeter un soupçon radical sur l'ensemble de la production contemporaine, ce qui est en définitive très très facile. Enfin, là, je pense qu'il y a un signe d'inauthenticité. Bon, essaie donc de répondre honnêtement, bon, et de fournir des critères, bon, spécifiques de l'évaluation. Donc je pense qu'il y a un tout petit peu de réponse, mais c'est pas très satisfaisant. Alors, donc, je reviens à ce que je disais la dernière fois, par un retour qui est pour une part un effet du remords de ne pas avoir dit tout ce que j'ai dit, et aussi un effet de la réflexion, parce qu'il m'est apparu, enfin, après avoir parlé, que j'avais fait en pratique quelque chose sans le porter complètement à l'explicitation. Et donc une part du travail que je vais vous poser aujourd'hui consistera en une réflexion sur ce que c'est de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de proposer une théorie de l'œuvre d'art qui consiste à analyser les effets de l'œuvre d'art, ou à traiter les effets de l'œuvre d'art comme des analyseurs de l'œuvre d'art. Bon, voilà. Alors je pense que, peut-être par humilité, il me semble qu'il y a, je ne l'avais pas énoncé la dernière fois, je pense qu'il y a là une sorte de théorie de l'interprétation de l'œuvre d'art, bon, que je vais essayer d'expliciter. Mais d'abord, je voudrais insister sur un fait, c'est une des grandes leçons de l'analyse de Manet, enfin, et de l'exemple de Manet, sans doute plus qu'aucun autre peintre dans l'histoire.
il est l'objet d'un discours phénoménal, monstrueux, qui fait que pour parler comme je le fais de Manet, il faut un mélange d'audace et d'inconscience. C'est un auteur sur lequel il y a, on est sûrement, si on faisait des courbes, dans une phase décroissante, mais il y a eu, il y a une dizaine d'années, une floraison de livres et d'articles. C'était une bibliographie en mouvement, en permanence. Mais ce n'est pas le seul intérêt. L'intérêt de Manet, c'est qu'il suscite une sorte de délire interprétatif, une sorte de, par la logique du champ de l'interprétation, du champ des critiques d'art, qui fonctionne donc à coup sûr comme un champ de concurrence avec des rapports de force, etc. La logique du champ de l'histoire de l'art est telle que les interprètes sont poussés à une surenchère permanente de l'interprétation, qui évidemment obéit à la logique de l'originalité, parfois de l'originalité à tout prix, si bien que beaucoup n'hésitent pas, surtout devant des tableaux aussi obscurs et apparemment limpides que ceux de Manet, les interprètes n'hésitent pas à jouer le jeu du test projectif cultivé. Alors, il y a une tradition de l'histoire de l'art qui est la tradition iconologique, enfin, qui a été créée, constituée comme telle par un très grand historien de l'art qui est Panofsky. Panofsky a fait une théorie de l'interprétation iconologique qui distingue l'interprétation iconographique. Enfin, bon, je ne vais pas reprendre le détail de cette distinction, mais il a donné, Titus, il a donné une caution théorique à tous les spécialistes d'histoire de l'art qui, armés de cette référence panofskienne, qui est devenue complètement inconsciente, on n'a même plus besoin de dire qu'on fait du Panofsky, font assaut de ça me fait penser à. Bon, hein, alors je l'ai dit l'autre jour, une part considérable de la critique littéraire n'est pas autre chose. C'est un nouveau ci, un nouveau là, ça fait bon. C'est autrement dit une sorte de légitimation de la pensée analogique, souvent tout à fait molle. Cela dit, chez les professionnels, ça prend une forme tout à fait particulière. On peut dire par exemple Manet s'inspire de Michelet. Bon, alors, c'est un cas réel, c'est Fried qui a suggéré ça. Bon, on sait que dans l'inventaire de l'atelier de Manet, on n'a pas trouvé le livre de Michelet, mais ça ne dérange personne. Bon, il y a des tas je pourrais donner des tas d'exemples. Il y a une tératologie, à mon avis, de l'histoire de l'art. Comme de toutes les disciplines, hein. Mais l'histoire de l'art est particulièrement exposée dans la mesure où l'œuvre d'art, du fait de son équivocité, sa plurivocité, sa polysémie, etc., peut tout accueillir. Bon, et le jeu du « ça me fait penser à » ne trouve guère de limite, surtout dans un univers où le critère le contrôle de la scientificité est souvent discrédité a priori. C'est-à-dire que parler de science suffit à s'exclure. Quand je dis de manière banale, mais en sachant que mon propos sera perçu comme une provocation, quand je dis il faut faire une science des œuvres d'art, c'est déjà un barbarisme. Bon, c'est déjà un barbarisme dans la mesure où il est tacitement entendu que il n'y a pas de science de l'art et que l'ambition même de faire la science de cette chose qui est au-delà de toute science, au-delà de tout, c'est un signe de positivisme, ce qui est toujours une insulte, de scientisme et de philistinisme. Donc la combinaison de la logique d'un champ où on est porté pour triompher des adversaires, pour faire le malin, pour s'affirmer comme intelligent, comme détenteur de savoir rare, etc. On est porté à surinterpréter.
sans être soumis au contrôle donc de la falsification élémentaire. Est-ce qu'il a pu vraiment lire ça? Alors on dira par exemple, il n'a pas pu ne pas voir comment s'appelle-t-elle, Suzanne et les vieillards, lorsqu'il est allé à Amsterdam en 1855. Alors, bon, personne n'a vérifié, mais on s'autorise d'une analogie du côté des formes pour déduire une expérience et trouver dans cette expérience non attestée une justification de l'analogie des formes. Bon, alors on est dans le cercle. Bon, voilà, je dis ça pas du tout pour le plaisir de critiquer, mais je pense que la sociologie de la science est comme je m'acharne à le dire, est un instrument de critique scientifique très important. La sociologie de la science n'est pas simplement une dimension de la science sociologique, elle est une dimension d'une épistémologie scientifique qui s'arme de la connaissance des conditions sociales, des productions de la science pour contrôler la pratique scientifique. La sociologie de la science n'est pas une espèce de supplément d'âme, d'art pour l'art, auquel une partie des sociologues se consacrerait. C'est, me semble-t-il, une contribution pour toutes les sciences sociales, en priorité, mais aussi pour toutes les sciences, une contribution à la réflexivité critique qui fait partie des dispositions scientifiques. Bon, donc, ayant fait ce prélude sur cette sorte de tendance structurale à la surinterprétation qui est inscrite dans la logique des champs des analystes des œuvres d'art en un stade avancé. Bon, je dirais simplement que certains usages de la critique, certaines critiques de la critique, pourrait-on dire, risquent de conduire à un scepticisme absolu. Et il y a un très bon article dont je vous donnerai la référence, je ne l'ai pas apporté avec moi, d'un philosophe qui, à propos de Manet, essaie au prix d'un travail considérable, essaie de montrer qu'on a dit à peu près tout et son contraire à propos de l'ensemble de l'œuvre, du style, de la forme, des sources, etc., et même à propos de telle ou telle œuvre singulière. Bon. Et alors il en conclut, au nom de ce terrible postmodernisme, qui fait des ravages théoriques, surtout outre-Atlantique, il en conclut à une sorte de scepticisme radical, un relativisme radical qu'il place sous le signe de Foucault, Lyotard et quelques autres philosophes dits postmodernes. Ma position n'est pas du tout celle-là. Je pense que la critique de la critique, telle qu'il faut, me semble-t-il, la pratiquer, n'est pas un exercice facile finalement de démolition, mais c'est un instrument qui permet au contraire d'échapper au cercle herméneutique et d'arracher à l'historicisation et à l'historicisme, d'arracher à la relativisation, plus exactement historiciste, un certain nombre de propositions, aussi bien sur les critiques, dont le principe repose sur des bases sociales qu'on peut comprendre, que sur l'objet de ces critiques. C'est-à-dire que faire
une critique de la critique, faire une analyse du champ de la critique au temps de Manet, ou faire ce qu'il faudrait faire, mais c'est un travail d'une vie, personne ne le fera, malheureusement. Voilà, peut-être qu'il y a des gens tout jeunes, il y en a dans cette salle. L'entrepreneuriat, ce sera un très très beau sujet, faire une histoire sociale du champ de la critique, enfin, depuis le temps de Manet jusqu'à nos jours. C'est une entreprise énorme, considérable. Je pense que ça serait une contribution tout à fait considérable à ce projet scientifique que je défends. Et ça permettrait donc d'établir des relations intelligibles entre l'espace des critiques et l'espace de leur prise de position critique à propos d'une œuvre comme le Déjeuner sur l'herbe ou d'un ensemble d'œuvres. Et cette mise en relation de l'espace des prises de position critiques, il est conservateur, il s'indigne de l'absence de perspective, etc., etc. Et par ailleurs, il écrit dans tel journal, il a telle origine sociale, il a telle formation, il est purement littérateur, il n'a pas de culture spécifique, il ne connaît rien de l'histoire de l'art, etc. Bon, ça correspond, hein, ce n'est pas une invention. Cette mise en relation aurait pour but d'abord une connaissance des conditions de production, des connaissances scientifiques, des conditions de production du discours critique, et, me semble-t-il, ouvrirait la voie à une critique libérée, autant que faire se peut, des effets de contexte, des effets de contexte social, libérés. Bon, l'analyse, donc une telle analyse, enfin, si je fais l'analyse du champ dans lequel je parle en ce moment, c'est un peu ce que je fais, hein. Si je fais cette analyse, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas le terminus ad quem, cette analyse est un point de départ pour libérer mon analyse des effets de la position que j'occupe dans cet espace, pour tenter de libérer, pour contribuer à libérer provisoirement, en pensant d'ailleurs que d'autres, s'appuyant sur le travail que j'ai fait pour construire cet espace et pour me libérer des déterminismes qui se trouvent inscrits dans cet espace et qui pèsent sur moi, pourra se servir de mes constructions même contre moi pour pousser l'objectivation un pas plus loin que je ne l'ai fait. Voilà l'intention méthodologique. Bon. Alors, maintenant, après ce préambule, donc, parler oui, ça découle de tout ce que je viens de dire, parler de l'œuvre d'art, c'est une phrase, vous la connaissez sûrement, on dit il n'y a rien qui entende plus de bêtises qu'un tableau. Bon, alors, quiconque a visité des musées a fait l'expérience, mais on peut spécifier cette formule. Il y a peu d'objets sociaux qui, dans l'état actuel de la division du travail, de la division de la consommation artistique, il y a peu d'objets qui suscitent autant de bêtises historiquement déterminées que les œuvres d'art. Et pas seulement dans le champ des profanes, aussi dans l'univers des profanes, aussi dans le champ artistique. Et donc, cette critique sceptique que j'ai simplement évoquée, je pense qu'on doit tirer au moins une sorte de consigne de prudence. Attention, test projectif. Bon, danger de test projectif. Bon, alors, si tous les critiques qui critiquent avaient en tête cette admonestation, il est probable il y aurait un grand silence dans la critique, en particulier de l'art contemporain. Bon. Alors, après ce prélude, donc je disais tout à l'heure que j'avais réfléchi sur ce que j'avais fait, et il me semble que ce que j'ai proposé implicitement, et je vais l'expliciter aujourd'hui, c'est une esthétique de l'effet et une esthétique de la disposition artistique. Autrement dit, j'essaie de
rendre compte par un travail de recollection historique des effets de l'œuvre d'art. Vous savez que dans la définition cartésienne, malheureusement j'avais un très beau texte que je n'ai pas retrouvé, je voulais vous le citer, mais je vais simplement l'évoquer. Les cartésiens insistaient sur les effets de l'œuvre d'art, les effets de la musique, les effets sur la sensibilité, les effets sur la raison, etc. Et je pense que ce qui était implicite dans la démarche que j'avais suivie la dernière fois, c'est l'idée qu'on peut faire une analyse objective des effets sociaux de l'œuvre d'art. Ces effets qui ne sont pas uniquement, dont on suppose qu'ils sont socialement construits et qui sont donc justiciables d'une analyse sociale. Ces effets donc, alors que l'idée de rapport à l'œuvre d'art est presque automatiquement associée dans la représentation légitime de l'œuvre d'art à l'idée de singularité, d'unicité. L'œuvre d'art est unique et suscite des sentiments uniques chez les spectateurs, nécessairement uniques. Et remarquable à ce titre. Bon. Là, je ne serais pas cruel, mais je pourrais citer des milliers de textes. Il suffit d'ouvrir les gazettes culturelles, presse et autres, pour voir ce culte rendu en permanence à l'unique, comme redit Stirner, parodié par Marx. Alors contre ce fantasme, ce mythe de l'unique, de l'unicité de la relation face à face entre le spectateur et l'œuvre, on peut affirmer qu'il y a des effets esthétiques transindividuels dont on peut faire l'analyse, dont on peut comprendre le principe. Il y a dans l'espace, par exemple, de la critique, tel qu'il se constitue à partir de Manet, des déterminants sociaux qui font que les personnes engagées dans cet espace sont portées à éprouver et à exprimer tel ou tel type de sentiment. Alors ces effets, c'était une autre implicite de ce que j'ai dit la dernière fois, ces effets ne sont pas simplement, ne sont pas nécessaires, ne sont pas réductibles à leur dimension consciente et explicite. En fait, la proposition générale que j'aime à répéter, il fut une époque, dans l'époque de la phénoménologie triomphante, où on parlait volontiers de communication des consciences. Moi, j'aimais parler de communication des inconscients. Et je pense que l'essentiel de ce qui se passe dans un rapport de communication se passe d'inconscient à inconscient. Et je pense que la communication avec l'œuvre d'art, c'est ce que j'ai un peu suggéré la dernière fois, sur lequel je vais revenir, se passe en grande partie au niveau des inconscients, l'inconscient étant entendu à la fois comme tout ce qui est implicite et laissé à l'ordre de la pratique, et ce qui est refoulé, et on retrouverait la psychanalyse. Voilà. Donc, pourquoi est-il intéressant d'étudier l'effet de l'œuvre? Étudier l'effet de l'œuvre, l'effet que l'œuvre produit sur le public, et dont on a des manifestations, c'est le rire du public, ce sont les discours des porte-paroles de l'indignation populaire que sont les critiques. Cet effet, donc, contient une analyse. Cet effet contient une analyse, et donc il y a un effet social de l'œuvre, effet social qui est différentiel, c'est pas un effet omnibus, hein, ce n'est pas la même œuvre ne va produire le même effet sur tout le monde. Il y a un effet social différentiel qu'on peut analyser à partir de la connaissance des principes de différenciation du public sur lequel s'exerce cet effet. Cet effet social différentiel
contient donc des révélations sur l'œuvre d'art. Donc le mot d'effet est intéressant. Dire qu'il y a un effet de l'œuvre d'art, c'est dire qu'il y a dans l'œuvre d'art des causes de cet effet. Et la question devient de savoir si on ne peut pas partir de ces effets pour essayer de comprendre un peu les causes, et pour essayer de voir dans ces œuvres ce qu'il y a qui peut permettre de rendre raison de ces effets. Bon. Alors, donc, cette esthétique de l'effet implique une exhortation à la recherche dans l'œuvre des effets de l'œuvre, des fondements de l'effet de l'œuvre, une recherche de ce qu'on pourrait appeler la charge symbolique de l'œuvre. Dans le cas d'une œuvre aussi explosive que celle de Manet, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il a mis dans cette œuvre, sans nécessairement le savoir, qui lui a conféré cette vertu explosive. Alors, j'ai dit sans tout à fait le savoir, faisant référence à ce que j'appelais tout à l'heure une théorie dispositionnelle de la production artistique, et je pense que la production artistique est un cas particulier de l'action humaine, et je pense que si il y a une pratique à propos de laquelle la théorie intentionnaliste de la pratique est fausse, c'est bien la pratique artistique. Bon. Alors ça, c'était la pratique artistique qui est exaltée par le culte de l'œuvre d'art comme un acte de création au-delà de la raison, au-delà de la conscience, au-delà avec tous les thèmes de l'inspiration qui se renouvellent des classiques à nos jours, en passant par Hölderlin, toutes les déclarations prophétiques à propos de la Dichtung, etc. Cette vision sacralisante de l'œuvre d'art, mais au-delà de la conscience, des choses qui, selon moi, sont en deçà, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient inférieures. Et c'est au nom d'une vision épistémocentrique, habitée par ce que j'appelle la disposition scolastique, produit de la disposition scolastique, que on a tendance à voir l'art, les pratiques artistiques, comme une sorte de forme inférieure de l'accomplissement humain dès le moment où elles ne sont pas saisissables en termes purs d'intention. Alors, très vite je commente, Durkheim dit quelque part en passant, il s'agit d'un art pratique pure sans théorie. Pratique pure sans théorie. Et il redonne au mot art le sens germanique, art, enfin la manière, l'art et la manière, l'art comme manière de faire, comme savoir-faire, oui, savoir-faire. Bon. Tout ce qu'on met dans le mot d'œil, l'œil du connaisseur, le savoir-faire du producteur ou du connaisseur est un art, c'est-à-dire une pratique pure sans théorie, une maîtrise pratique d'un savoir qui n'implique pas nécessairement la connaissance réflexive de soi, qui n'implique pas nécessairement une visée intentionnelle, etc., etc. Et donc s'intéresser comme je l'ai fait aux effets de l'œuvre d'art et chercher en particulier ces effets du côté des critiques, et en particulier des critiques de l'époque de Manet, c'est essayer de ressaisir
ces schèmes pratiques de production ou de réception que Manet a en commun avec ses contemporains, ces schèmes pratiques, cette maîtrise pratique, cet art pratique, qui est au principe de la production et de la compréhension immédiate de l'œuvre. Les critiques du temps, il y a chez Hegel une très belle analyse des différents types d'historiens, et il appelle historien original ce personnage très, très intéressant pour nous historiens du monde social. L'historien original est quelqu'un qui, comme dit Hegel, vit dans son temps avec une pensée de son temps. C'est-à-dire il est gros, en quelque sorte, d'une maîtrise pratique de la vérité historique dont il est en même temps dépossédé. Il est le dernier à pouvoir dire la vérité historique, puisqu'il est cette vérité historique. Mais en même temps, il nous la désigne parce que la vérité historique de son époque vit en lui à l'état pratique. Bon, les historiens, les critiques indignés, les Castagnari, les Duranti, les Toré, etc., ou plus compréhensifs, ces critiques ont en commun quelque chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre, en partie parce que tout ce qu'ils sont a été détruit et mis entre parenthèses historiques par la révolution opérée par Manet, et tous ces gens ont en commun une sorte d'habitus historique, un système de disposition, un système de catégories de perception, plutôt de schèmes de perception et d'appréciation, qu'ils mettent en œuvre dans leur travail. Autrement dit, il y a un lien entre cette esthétique de l'effet et la théorie dispositionnelle de la pratique et de la production artistique et de la réception artistique que je propose. Voilà. Bon, ça c'était le préalable, mais comme tout discours un petit peu théorique, c'est abstrait et on peut dire aussi bien oui que non. Bon, mais je voulais le dire en commençant parce que ça va être en facteur de tout ce que je vais dire, et je vais redire en pratique comme il convient, s'agissant de ce dont je parle, je vais redire en pratique ce que je viens de dire in abstracto. Bon, alors je reviens très vite à ce que j'avais évoqué la dernière fois, à la fin, de manière un petit peu rapide. J'avais fait remarquer que dans l'Olympia, qu'on vous a projeté, et qui va rester là un moment, dans le déjeuner sur l'herbe, Manet commet une série de transgressions, de barbarisme esthétique, et je les avais classées en deux catégories: les transgressions du sacré esthétique et les transgressions du sacré éthico-sexuel. Alors, du côté du sacré esthétique, je vais aller vite, mais en précisant un petit peu, il transgresse les frontières entre les genres, en particulier l'opposition entre le grand art et le petit art. Le petit art étant du côté de la nature morte, le paysage, la peinture de genre, et plus loin l'imagerie populaire. Bon, là, on a affaire à une sorte de fête champêtre, galante, sujet bas par définition. Ces sujets bas sont nécessairement frivoles et, comme dit Toré, qui est un des critiques conservateurs mais très compétent, et qui de ce fait va être un des premiers à comprendre au moins l'intention de Manet, Toré dit qu'un sujet aussi frivole devrait être racheté par l'élégance et le charme des figures. Bon. Or, les figures sont laides et donc tout bon. Alors, ce barbarisme concernant les frontières entre les genres est manifesté par la taille. Hein. On a une taille qui convient du grand art pour porter du petit art. Bon, autre frontière transgressée, et vous savez que chez Durkheim, enfin, le sacrilège, le barbarisme est toujours le passage d'une frontière. La transgression, et ces frontières sont particulièrement sacrées
parce qu'elles sont à la fois dans la réalité, c'est le cas des limites, des limites entre le masculin et le féminin, le seuil dans une maison, entre le dedans et le dehors, sont à la fois des limites qui sont inscrites dans l'objectivité, mais aussi des divisions qui sont inscrites dans les têtes, des principes, comme j'ai l'habitude de dire, des principes de vision et de division. Ce sont des divisions objectives incorporées sous forme de principes de vision et de division. Alors, une de ces divisions, qui est encore aujourd'hui très présente, si vous regardez la division du travail entre les historiens sont d'autant plus nobles que le passé sur lequel ils travaillent est plus éloigné. Et ici même au Collège de France, il y a une hiérarchie des historiens. Un historien du Moyen-Âge est plus noble qu'un historien contemporain. C'est vrai, c'est un constat. Bon, alors, c'est pas vrai in sich, c'est vrai socialement. Hein. Donc, la frontière entre le passé, le noble, le lointain, la tradition picturale et le présent, on a donc une sorte de télescopage voulu par Manet, j'y reviendrai, du passé et du présent, la contemporanéité de l'œuvre fait une sorte de collision symbolique avec les références à l'imagerie traditionnelle. Bon, d'où la question obsessionnelle que posent les critiques, la question des sources, et il y aurait un très beau travail à faire sur l'usage de la référence aux sources dans la critique. La référence aux sources est une arme élémentaire de la critique. D'abord, c'est l'accusation de plagiat qui consiste à déposséder le producteur de toute originalité en le réduisant à une pure redondance par rapport à quelque chose qui existait avant lui. Mais c'est plus que ça. Il y a un usage polémique de la source. Et dans le cas de Manet, les commentateurs, bien qu'ils ne fussent guère armés de culture historique, à part quelques-uns, comme Thoré que j'ai évoqué tout à l'heure, les commentateurs se sont assez vite précipités sur les précédents pour essayer de réduire Manet à un pur statut de copiste. Bon. Mais comment dire, disons, la répétition en art, peut se distribuer entre le plagiat, la copie, et le pastiche. Bon, c'est les deux pôles extrêmes. Le pastiche ou la parodie, et alors là le problème de l'intention se pose immédiatement. La parodie s'inspire d'une intention de caricature, d'évaluation fondée sur une imitation en quelque sorte réductrice. Bon. Alors que le plagiaire cache ses sources. Enfin bref, il y aurait toute une analyse à faire que je ne fais pas. L'effet de parodie peut surgir, ça c'est une chose très intéressante que j'avais découverte quand je travaillais, qui m'a paru intéressante quand je l'ai vu m'apparaître, il faut éviter les grands mots, à propos du théâtre. On pourrait dire, pour aller vite, que Ionesco, pour prendre un exemple, c'est du théâtre de boulevard joué dans un théâtre de la rive gauche, à la Huchette. Bon, c'est vite dit, mais c'est le principe. Alors, parodie, ça veut dire que une œuvre change de sens selon le lieu où elle se produit, où elle est produite. Et dans certains lieux, elle devient déplacée. C'est comme une plaisanterie, on dit une plaisanterie déplacée. Il y a des plaisanteries qu'on ne ferait pas au Conseil des ministres, qu'on ne ferait pas dans un salon. Des plaisanteries qui, alors on dit, c'est une plaisanterie de balayeur. Bref, les plaisanteries il y a une stylistique de la plaisanterie qui est, comme toutes les stylistiques, socialement conditionnée. Si vous regardez un livre de stylistique, il n'y a pas plus raciste de classe qu'un traité de stylistique. Les styles sont hiérarchisés comme les groupes auxquels ils sont censés correspondre, y compris les traités les plus classiques de stylistique. Bon. Alors,
comment suis-je venu à ça? Oui, c'est ça, le changement de lieu, c'est-à-dire le changement de relation entre l'émetteur et le récepteur, entre le statut social de l'émetteur et le statut social du récepteur, peut entraîner un changement de la signification d'une œuvre. Et on peut se demander si l'effet de parodie que produit Manet ne tient pas, n'est pas inscrit dans le fait même de présenter au salon une chose qui n'y a pas sa place. Bon, et qui d'ailleurs est refusée, parce que cette œuvre a été refusée, et elle a été dans le salon des refusés. Bon, et on l'a remise à sa place. On l'a remis à sa place. Bon, alors, beaucoup d'actes sociaux consistent à remettre à sa place, à recréer des distances. Bon. Il avait franchi la frontière, on le renvoie chez lui. Donc, le salon est un de ces lieux à faible permissivité, à fort droit d'entrée, à fort droit social d'entrée, à forte censure, dans lequel on ne peut pas accepter des objets qui ne sont pas, qui n'ont pas payé le droit d'entrée. Bon, alors, l'analogie avec l'Église que j'avais évoquée à travers la communion solennelle revient. Le lieu sacré par excellence, c'est le lieu religieux où on n'entre pas sans une voilette sur la tête, sans comme ce qu'on veut faire subir au tableau, sans un cache-sexe, sans enfin tout un tas d'attributs qui tendent à rendre l'objet, l'intrus, conforme aux lois tacites du lieu où il essaie de s'inclure. Bon, alors si vous pensez à l'émigration dans ces termes, vous comprenez des tas de choses. Bon, alors les lieux nobles, les lieux sacrés, comme le salon, appelle une présentation de soi, pour parler comme Goffman. Hein. On n'y va pas en débraillé. Alors, si vous vous rappelez tout ce que je disais l'autre fois à propos du scandale de la communion, hein, le scandale de l'aggiornamento religieux, on n'entre pas, on ne donne pas la communion, on habite tous les jours. Il faut s'endimancher, il faut s'habiller. Bon, alors, pour les œuvres qui doivent entrer au salon, elles doivent être habillées, elles doivent être... Alors, c'est quoi l'habillage? C'est d'abord le vêtement, mais ça va être aussi le vêtement stylistique, c'est la rhétorique de l'euphémisme, alors l'euphémisme, c'est typiquement un concept qui a rapport avec le sacré. Hein, l'euphémisme, c'est ce qu'on fait quand il s'agit de nommer l'innommable. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, en kabylie, tous les mots qui évoquent la fin, le terme, etc., donc qui sont connotés de manière menaçante, hein, qui ont rapport avec la mort, avec la finitude, etc. Tous ces mots sont taboués et il faut trouver des euphémismes, des manières de dire, des dénégations, comme dirait Freud, c'est-à-dire des choses qui permettent de dire l'indicible sans le dire tout en le disant. Bon. Et le style, c'est pourquoi le lien entre le changement de sujet, qui a frappé évidemment tous les commentateurs, le changement de sujet, mais au fond Courbet l'avait opéré, le changement de sujet, devait s'accompagner, si on voulait aller au salon, or Manet voulait à tout prix aller au salon, devait s'accompagner d'un changement de forme, et il aurait fallu qu'il accepte d'euphémiser, d'avoir un langage euphémistique qui dit bien, qui dit conformément aux règles du bien dire. Alors les techniques d'euphémisation, c'est évidemment l'éloignement dans le temps. Si vous mettez, vous avez une femme nue, vous appelez Suzanne et les vieillards, ça change tout. Donc l'effet de titre est très important. Si vous l'appelez le bain, c'est déjà très équivoque. Le déjeuner sur l'herbe, encore plus. Bon, hein, donc le titre est très important. Et un des problèmes, est-ce que le statut du titre, il y aurait tout. Alors il y a eu beaucoup de réflexions, mais plutôt sémiologico, esthète sur le titre. Moi, j'appelle une réflexion sociale, une réflexion ne faisant pas abstraction de la dimension sociale, du titre.
Donc l'euphémisation, c'est l'éloignement dans le temps, c'est l'orientalisme, enfin, bon, des peintres pompiers. S'explique de manière simple, ça a beaucoup été dit, hein, je n'invente rien, mais c'est partie du... l'orientalisme, c'est une manière d'avoir du contemporain éloigné, hein, d'où les peintures de scènes algériennes ou orientales, etc. Bon. L'éloignement de temps, l'éloignement dans l'espace, bon, et la conjonction des deux, l'ennoblissement par l'éloignement dans le temps et dans l'espace, et les références nobles à la Bible ou à la mythologie. Alors, bon, pour avoir une idée un peu de ce qui se passe là dans Manet, il faut penser au débat qu'a suscité. Il y avait une pièce, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour l'avoir entendu parler, qui s'appelait Hair, dans laquelle on voyait des personnages nus sur la scène. Et à l'époque, j'avais découpé les comptes rendus des journaux, enfin, qui étaient tout à fait homologues, enfin, de ce que disaient les peintres à propos de Manet. Enfin, par exemple, il y a une très belle phrase que je n'ai pas oubliée parce qu'elle était frappée comme une maxime. Rien n'est obscène sur notre première scène, disait le journaliste du Monde. Bon. Ce qui veut dire que la puissante euphémisation d'une scène légitime était suffisant pour produire eo ipso la sublimation de tout ce qui était jeté sur cette scène. Bon. Alors que la même femme nue à Pigalle était nue. Bon, sur la première scène, elle était euphémisée, elle n'était pas obscène. Voilà. Bon, alors voilà, tous ces effets qui sont, bon, je l'ai dit de manière comme ça légère et plaisante, mais ils sont très profondément enracinés. Bon. Alors, autre opposition que transgressée, que j'avais à peine évoquée la dernière fois, voilà que le temps passe. Bon, l'opposition entre là encore la pureté agraire de la pastorale, le berger, la bergère, etc., qui est évoquée par le décor, et la corruption urbaine dont la grisette servant de modèle aux peintres libérés est le symbole. Bon. Hein, donc c'est une collision encore très profonde entre la pureté supposée des paysans d'opérette, bon, et voilà. Alors, ensuite, j'avais évoqué très vite les effets qui résultent de la forme, notamment de la composition. Alors, une des choses qui a beaucoup frappé les observateurs, c'est l'absence d'échange entre les personnages. Il n'y a pas d'échange cohérent. Alors ça, les observateurs du temps le remarquent, par exemple. Bon, ça c'est un critique plus récent qui dit l'homme de droite qui a la main comme ça, bon, n'est pas écouté malgré son geste de la main. Bon, autrement dit, il y a une sorte de le modèle s'en fout et regarde le spectateur. Donc elle est distraite, elle regarde le spectateur. C'est une sorte d'attentat à la domination masculine. Bon. Alors, mais ça c'était pas moi, hein, c'est un commentateur. Bon, alors autre chose qui a été remarquée, c'est le fait que bon, il y a eu énormément de discours à propos du regard. J'avais évoqué ça du personnage féminin principal. C'est pareil, on a eu la même chose à propos d'Olympia. Quel est le statut donc de ce personnage féminin, et en particulier qu'est-ce qu'elle dit au spectateur à travers ce regard indifférent, un petit peu provoquant. Il faudrait faire la liste de tous les adjectifs qui ont été associés à ce regard des femmes de Manet depuis les tout premiers tableaux jusqu'au bar aux Folies Bergères, où il y a cette femme, cette serveuse, enfin, qui fixe le spectateur d'une manière, avec un regard entre indifférent et méprisant, etc. Bon. Donc ce rapport direct avec le spectateur qui renvoie, alors là il y a eu des commentaires surtout de féministes, je pense en particulier à Rosalind Krauss, qui a commenté longuement à propos d'un tableau de jeunesse qui a précédé celui-là, dans lequel on voit une sorte de préparation à celui-là, qui est la nymphe surprise. C'est une femme nue dont
enfin bref, j'y reviendrai. Donc Rosalind Krauss a insisté sur le fait que ce tableau renvoyait le spectateur dans le rôle du voyeur, et donc poser la question, obliger le spectateur à se poser la question de son regard. C'est une sorte de sommation à la réflexivité. Alors, bon, question, est-ce que ce n'est pas de la surinterprétation? C'est pourquoi mon prélude sur la surinterprétation était orienté. Bon, alors ensuite, je continue. Les effets donc, de transgression qu'enferme ce tableau et qui explique qu'il est fonctionné comme une sorte de bombe symbolique, les effets qui résultent de la composition. Alors, en particulier, cette absence de conversation entre les spectateurs, entre les personnages, tient en partie au fait que les personnages, et ça sera plus évident dans des choses dont je voudrais parler, les personnages sont juxtaposés dans le plan. Alors c'est plus visible dans des tableaux antérieurs comme le vieux musicien, où on a une rangée de personnages. Enfin, bon, tout à l'heure je pense que je vous la montrerai. Les personnages sont juxtaposés et puis l'indifférence à la construction donne des barbarismes qui sont dénoncés comme manquement à la perspective. Alors là, c'est particulièrement visible dans la femme qui est à l'arrière-plan et qui a sans doute donné son titre initial au tableau, le bain. Cette femme qui est disproportionnée, évidemment, si on prend les règles de la perspective par rapport au personnage de premier plan. Alors, il y a d'autres exemples dans l'œuvre de Manet, par exemple dans un tableau célèbre sur l'exposition universelle, il y a un personnage de premier plan qui est minuscule, beaucoup plus petit que les personnages de deuxième plan. Alors, question qui a beaucoup préoccupé les critiques, est-ce que c'est fait exprès, pas exprès, d'où viennent ces difficultés? Alors, je viendrai ensuite à ça. Alors, bon, la technique picturale est très importante. Le fait de peindre par aplat et de renoncer au modelé et donc à la lumière qui vient d'en haut à gauche et qui façonne doucement les corps, de substituer à cette lumière d'atelier une lumière frontale plaquée, enfin qui transforme qui aplatit en quelque sorte les personnages, qui les transforme en figures de jeu de cartes, comme disait Courbet. Cette rhétorique picturale brutale, perçue comme brutale, a pour effet de donner, on pourrait dire, de dénier la dénégation qu'opérait la rhétorique académique. Tout à l'heure, je disais, la rhétorique académique est une rhétorique de l'euphémisation, elle euphémise le nu. L'abandon de la rhétorique académique fait éclater le nu comme un nu. Et bon, alors, ceci, évidemment, pouvant être rapporté à des propriétés de Manet, en particulier dans l'ordre politique. Ce refus de l'euphémisme, Manet l'exercera dans certaines peintures politiques, comme l'exécution de Maximilien, la peinture de Rochefort, etc. Certains passent de ces dispositions subversives en politique à ces dispositions subversives. Bon, alors, je passe. Bon, cette brutalité, enfin, dans l'usage des formes, a conduit à classer Manet, au moins chez les premiers critiques, du côté des réalistes, et il a été assimilé avec Courbet, dont il avait horreur, et par rapport à qui il se définissait. Bon, on le verra, enfin, on le verrait dans des œuvres ultérieures qui sont en quelque sorte des contre-pieds de la vision de Courbet. Or, le réalisme est pour l'époque, enfin, du côté du grossier, réaliste, ça veut dire grossier et à tous les sens du terme, et par la manière et par l'objet. Et donc Manet
est rangé majoritairement parmi les réalistes, et bizarrement il est soutenu sur la base d'un terrible malentendu par les défenseurs des réalistes comme Castagneri et Duranty, qui en fait n'y comprennent rien. Bon, je pense que un des drames de Manet, là je pense qu'on peut enfin oui, je crois pas que ce soit de la projection psychologique, c'est d'avoir été soutenu ou combattu d'ailleurs sur la base d'une solidarité plus politique ou d'une hostilité plus politique qu'esthétique. Autrement dit, le malentendu concernant la spécificité de sa révolution est particulièrement douloureux. Il n'a pas de soutien ou des soutiens fondés sur le malentendu. Bon. Et ça, dans une certaine mesure, jusqu'au bout, peut-être jusqu'à Mallarmé. Bon. Alors, je disais l'autre jour très vite que cette imputation de réalisme n'est pas exclusive de l'imputation de formalisme. Bon, j'avais montré qu'on trouvait la même ambiguïté chez Flaubert. Par exemple, comment dire, le primat donné à la forme qui fait disparaître la justification, la raison d'être, une des déceptions que provoque l'œuvre de Manet, c'est le fait que les gens sont plantés là sans raison d'être, sans sujet. On ne voit pas pourquoi les gens sont là et sont comme ça. Autrement dit, on attend d'une œuvre d'art que la disposition des choses et des figures dans telle et telle position soit telle qu'elle se justifie elle-même. Bon. Et en particulier, la disposition des personnes les unes par rapport aux autres doit être l'indice d'une relation. Par exemple, dans le balcon, on a dit tout de suite, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a une qui met ses gants comme si elle allait partir, l'autre qui est assise comme si elle allait rester, elles ne se parlent pas, qu'est-ce qu'elles font? Voilà, on a eu droit à beaucoup de commentaires de ce type. Bon, de même là, on dit, mais de quoi ils parlent? De quoi ils se parlent? Ils ne parlent pas, est-ce qu'ils parlent? La question de la relation interpersonnelle, de l'interaction, est posée en partie par la construction formelle qui, en juxtaposant des formes et des couleurs, fait disparaître toute autre justification de la juxtaposition des formes et des couleurs que leur propre juxtaposition. Voilà. Hein, alors ce qui pour nous est devenu évident dans la mesure où c'est une définition d'une certaine esthétique formelle, la structure est auto-justificative. Bon, mais aussi longtemps qu'on attend de la structure qu'elle dise quelque chose, qu'elle soit allégorique, qu'elle raconte une histoire, ou qu'elle apporte un témoignage éthique, qu'elle apporte une histoire morale. Bon, on est évidemment intimement déçu. Bon, alors cette distanciation, cette froideur, elle est surdéterminée. Alors là, je pense qu'on peut dire, et c'est pourquoi l'opposition entre formalisme et réalisme est absurde. Enfin, on est obligé de la nommer parce qu'elle existe dans les structures mentales de ceux qui perçoivent, mais elle est dépassée. Il y a plusieurs raisons à cette absence de raison. Voilà, il y a plusieurs raisons à cette absence de raison. Il y a ce que Baudelaire appelait le dandisme, c'est-à-dire c'est le dandisme baudelairien, c'est-à-dire une espèce de froideur du regard qui regarde sans s'immiscer, sans s'investir, bon, qui est assistant. Ou bien la distanciation flaubertienne avec le style indirect libre qui permet de dire sans dire tout en disant, de rapporter par exemple les paroles
de quelqu'un sans dire ce qu'on en pense, enfin sans même le laisser entendre, etc. Donc il y a une sorte d'éthique, enfin des relations. Il y a des raisons esthétiques et les raisons éthiques et les raisons esthétiques convergent pour produire quelque chose qui est l'opposé de la vision académique. Alors la vision académique, demandons, alors ça c'est dit beaucoup par les critiques, par exemple Castagnari, qui était un des favorables à Manet, plutôt de gauche, etc. Oui, parce que alors la dichotomie politique est très importante pour casser les critiques du temps. Ils ne se réduisent pas complètement à leur prise de position politique, aux prises de position du journal dans lequel ils écrivent, mais tout de même, l'autonomie relative par rapport à ces positions politiquement définies est très faible. Donc les critiques de gauche sont plutôt favorables à Manet pour de mauvaises raisons, enfin, pas tout de suite, peu à peu. Castagnari, donc, dit il dispose ses personnages au hasard. Bon. D'où déception éthico-politique. Alors, la vision académique demande que la disposition de la structure du tableau soit telle que ça converge. Voilà, ça converge, ça aille vers un principe unificateur par rapport auquel tout est subordonné, chaque figure devant contribuer à l'expression de l'idée générale. Alors là, c'est la fameuse formule de Flaubert, devant qui on critiquait l'éducation sentimentale. Et bon, je ne sais plus bien, mais enfin, il disait, on lui repose de ne pas faire ça. Voilà, il y avait ce geste des mains, de ne pas converger. L'éducation sentimentale, c'est typiquement une œuvre de ce type, enfin que les gens diraient postmoderne, qui n'est pas articulée par référence à une fin immanente. Alors, évidemment, tout ça conduit à éliminer la narration, à éliminer l'anecdote, alors que la peinture académique racontait une histoire. Voilà. Et finalement, cette combinaison de parti pris, de construction, etc., a abouti à une dissolution du sens. Bon, et ce qu'éprouvent les critiques les mieux disposés, c'est un sentiment d'absurdité. On ne voit pas pourquoi il fait ça. Donc, alors c'est là qu'interviennent les intentions. Donc il le fait soit parce qu'il ne sait pas, c'est l'hypothèse de l'incompétence, parce qu'il est maladroit, il ne sait pas composer, il n'est pas resté assez à l'école, il veut faire le maître alors qu'il n'est pas lui-même capable de maîtriser les formes élémentaires de la production artistique, soit il le fait exprès, et c'est un provocateur. Alors le problème des intentions, c'est un provocateur, m'as-tu vu, qui veut à tout prix se faire remarquer. Donc voilà. Alors la question du sens se pose. Bon, maintenant, il y aurait... est-ce que... Là, c'est une question que je me pose. Est-ce que je n'entre pas déjà dans la surinterprétation? Mais il me semble que... je le dis avec des réserves. Pourquoi mon préambule était utile? Parce qu'il me sert moi-même de garde-fou. Est-ce qu'on ne peut pas dire à propos de cette œuvre, et ce qui expliquerait aussi la fureur qu'elle a suscitée, qu'elle produit quelque chose comme une provocation, quelle est une provocation réflexive à la réflexivité. Autrement dit, alors je le dis avec hésitation, si l'on admet qu'il y a un effet de parodie, cet effet de parodie, vous verrez quand je raconterai ma vision de la production de cette œuvre, cet effet de parodie pouvant être le produit, un produit non voulu d'une disposition. Bon, alors je disais à propos des Kabyles, les gens ne savent pas ce qu'ils font, et c'est la raison pour laquelle il y a dans ce qu'ils font plus de choses qu'ils ne savent.
Bon, alors c'est vrai de nous tous, je pense, c'est vrai de nous tous. Hein. Nous ne savons pas complètement ce que nous faisons, et c'est pourquoi il y a dans ce que nous faisons. Enfin, j'avais complètement sous-estimé le temps qu'il me fallait. Ce que je voudrais montrer la prochaine fois, c'est que Manet est quelqu'un qui, en faisant cette œuvre, enfin, et puis les œuvres antérieures qui ont préparé celle-là, s'est mis dans une situation impossible, telle que, alors il avait des dispositions à prendre cette position impossible, et ayant fait cela, il n'a pas cessé de faire des actions qui ont plus de sens qu'il ne le sait. Voilà. Ce qui fait que, alors, bon, ce que je dis là a pour vertu de justifier une part de surinterprétation par rapport aux intentions conscientes. Mais cette surinterprétation par rapport aux intentions conscientes auxquelles je ne crois pas, enfin, qui ne rendent compte qu'une toute petite partie de la production artistique, se justifie si l'on essaie d'expliquer l'effet de l'œuvre à partir de raisons de ces effets, pour parler comme Pascal, qui sont inscrites dans l'œuvre. Bon. Et alors, c'est là que je reviens à ce que je disais de la réflexivité. Bon, Manet, pour des raisons Manet était un élève de grande école, enfin, on peut penser par analogie, les ateliers, c'est une analogie qui a été employée par Jacques Tuillier, dans une logique apologétique, enfin pour défendre les peintres pompiers. Bon, je reviendrai là-dessus. Hein. Mais l'analogie peut être fondée à condition, il faut savoir que l'usage qu'on en fait. Donc c'est un élève de grande école qui est le meilleur élève d'un des meilleurs ateliers de couture, etc. Bon. Et son intention, si tant est que ce soit une intention, est de faire une prouesse d'école, d'en remontrer à couture. Et par exemple, après un de ses échecs, je ne sais plus lequel, il dit sa couture va avoir du mal à l'encaisser. Hein, voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui est une expression réaliste des intentions. Hein, c'est pas je vais faire une peinture réflexive à 2 degrés, etc. Comme disent les critiques postmodernes. C'est je vais lui faire voir à ce couture qui me prend pour un con que je sais faire un tableau et que je sais même faire un tableau dans lequel je prends des distances à l'égard des modèles classiques qu'il m'a inculqués. Bon, hein, je vais faire. Bon. Alors, c'est pas une parodie du Titien, ce n'est pas. C'est quelque chose comme ce que je viens de dire. Voilà. Et je pense donc que il est vrai qu'il a fait quelque chose comme une peinture dont l'objet est la peinture. Une peinture s'appelle. Alors on peut dire, quand on a de la culture, on dira que Rubens est plein de citations. Il ne cesse pas de faire des citations. On dira, il y a un très bel artiste sur lequel je suis tombé par hasard. Bon, la culture, c'est aussi pour une part aléatoire, qui dit de Reynolds, enfin disait que le métier d'un artiste se mesure à la qualité de ses emprunts, à son art de faire des emprunts. Bon, on peut dire, enfin, bon, il n'y a pas de peintre. On peut trouver beaucoup de peintres qui ont fait des emprunts de type de. Bon, les emprunts que fait Manet ont quelque chose de systématique. Enfin, depuis ses tout premiers tableaux à la manière de Goya, de Velázquez, etc., jusqu'à celui-ci, mais bon, il est toujours possible d'assigner une source, de rapporter, bon, ou deux sources. Bon. Comme si Manet voulait à la fois rivaliser avec des grands devanciers et en même temps montrer qu'il pouvait, oui c'est ça, rivaliser en montrant qu'il pouvait faire
dans le contemporain ce qu'ils avaient fait dans le passé. Bon, voilà. Voilà. Et alors, ça c'est et du même coup, sans complètement le savoir et moins encore le vouloir, il met en question la peinture dans la peinture, en voulant remettre Giorgione au présent. Il prend en quelque sorte l'œuvre académique pour objet. Au lieu d'être un référent, elle devient une référence, elle devient un objet objectivé. Et autrement dit, je pense que sans exagérer, on peut dire on est fondé à dire, sans pouvoir dire que c'était son intention, que tout se passe comme s'il avait mis l'acte de peindre dans son comme à titre d'objet dans sa peinture. Autrement dit, on peut dire, alors, il y a un autre aspect de Manet par lequel Manet annonce, je pense, les choses les plus modernes de l'art moderne, c'est la structure formelle, enfin j'y reviendrai, mais cet aspect de réflexivité, je crois, est présent et sous la forme de la parodie. Bon, voilà. Alors juste là, après je m'arrête, pour enchaîner avec ce que je dirais, je ne reviendrai pas en arrière la prochaine fois, je le promets, pour enchaîner enfin, il me semble que le fait central, enfin, ce qui permet, me semble-t-il, d'avoir une description réaliste du travail de cet homme, enfin, c'est de voir que, comme chacun de nous le fait dans la vie, il s'est mis dans une situation telle qu'il était obligé, par la logique même qu'il avait créée, d'apporter des réponses inédites aux problèmes inédits qu'il s'était posés. Voilà. Et qu'il avait posé à tous les peintres après lui. Bon. Alors la question que je voudrais poser la prochaine fois, c'est comment on peut rendre compte, sans parler en termes d'intention, bon, c'est-à-dire comme une rencontre entre une disposition, comme système de mode de pensée, etc., incorporé, infraconscient, etc., comme rencontre entre une disposition et un espace, un champ de possible, un espace de possible, comment cette rencontre, qu'on peut décrire en suivant les premières heures, a engendrer un problème. Bon. Mais alors, pas un problème théorique, c'est intellectualiste, un problème pictural. Un problème pictural, c'est un problème pratique. D'ailleurs, comme la plupart des problèmes, même dans les sciences les plus formelles, les problèmes sont souvent des problèmes tout à fait pratiques. Et donc, l'erreur majeure de l'histoire de l'art, enfin bon, c'est qu'elle est scolastique. Alors, par exemple, là, elle cherche des sources. Bon, source, c'est une idée de prof. Qui va à la nationale, bon, et qui cherche des sources non, c'est vrai, il y a un livre qui s'appelle Les sources de Manet, j'en connais deux, et les articles sur les sources de Manet, c'est pratiquement 80% de la production. C'est pas des sources, c'est des schèmes. Hein. Par exemple, comment peut-il combiner, comme il fait dans ce tableau, à la fois une gravure de Raimondi qui renvoie au Titien et une peinture de Giorgione, or il les combine pratiquement. Alors des schèmes pratiques avec lesquels on travaille dans la recherche. Enfin, moi, je pense qu'on a le droit de s'identifier, enfin, on a le devoir même de s'identifier, mais pas comme disent Barthes ou Genette, qui disent le créateur, le critique est un créateur aussi grand que le créateur, critiquer c'est créer, etc. Ah, non, un producteur artistique est quelqu'un qui, dans son ordre, fait des choses que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire répondre en pratique
à des problèmes pratiques qui naissent de la confrontation entre des dispositions qui ne sont pas complètement conscientes et des situations qui sont en partie construites par ces dispositions, des problèmes. Mais alors, je vais finir là-dessus parce que sinon je pourrais connaître sans fin. Il y a un très très bel exemple de problème de ce type que j'emprunte à Panofsky, c'est la source la plus noble en histoire de l'art, je ne peux pas faire mieux. Et ça m'est revenu ce matin. Panofsky dit, au fond, comment, d'où, j'exagère un peu, hein, c'est pour les besoins de la chute, comment a commencé l'art gothique. L'art gothique a commencé parce qu'il y a eu une espèce d'illuminé, un peu allumé, l'abbé Sugère, qui a eu l'idée de faire une rose dans la façade occidentale des églises. Bon. Et ce faisant, il a créé un problème avec lequel tous les architectes ont dû composer. Voilà. Et moi je pense que Manet est quelqu'un qui s'est foutu dans une situation très 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 bizarre, bon, avec ça, il a ensuite passé sa vie à lutter avec les armes mêmes qu'il avait employées pour produire ce problème, en vue de essayer de résoudre ce problème. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il est répété toujours la même chose, loin de là. Il a une diversité extraordinaire. Donc j'ai un peu esquissé la réponse. La prochaine fois, j'essaierai de dire précisément qu'est-ce que c'est que de comprendre l'acte de peindre, et non plus comprendre le tableau. Voilà. De comprendre non pas l'opus operatum, selon l'opposition que j'emploie tout le temps, mais le modus operandi. Voilà.